C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Sur Radio Rennes, pluriel enregistré aujourd'hui en public, préparé et animé par Ronan Manuel et Loïc Turmel. Pluriel, ici à l'hôtel-restaurant Le Victoria, avenue Janvier à Rennes. Pluriel hors les murs, comme une fois de temps en temps, comme ça, sur Radio Rennes, avec des histoires pour vous conter de livres, de lire et d'avoir envie de lire et de vivre. Et d'avoir envie d'écouter de la musique aussi. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos invités. Et puis, un compère, bien évidemment, Monsieur Loïc Turmel. Bonjour Loïc. Bonjour Roland. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, très bien. Alors on va commencer. On va passer une cinquantaine de minutes ensemble. Et puis, tout le public qui est là a le droit de s'exprimer, d'applaudir, de chanter, de faire ce que vous voulez. On va parler de livres anciens, parfois, qui peut être une passion, une collection de la valeur aussi, et puis d'aventures anciennes avec l'histoire de la Gégado et nos deux invités, Justine Jouet, Sylvain Langlois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Je vous en prie, merci. Alors, on va parler, j'aime bien toujours ne pas faire comme il se doit, c'est-à-dire en principe on commence par les dames, moi je commence par les hommes, c'est comme ça, chacun son truc. Voilà, non mais c'est pas de la malpolitesse, c'est de la nouveauté. Sylvain Langlois, on va parler de vieux livres. C'est une galerie, c'est une librairie de livres anciens, c'est un peu des deux, ça en soi déjà c'est assez rare. C'est sûrement assez rare. C'est une librairie, d'abord. Galerie, ça fait 35 ans que je suis libraire de livres anciens. J'ai appris à connaître les illustrateurs, tous ces gens qui trouvent dans les livres et qui ont fait parfois des tableaux, des gravures qui sont hors livre. Et donc je cherche et je vends des choses sous cadre, aquarelles, dessins, gravures, tout un tas de choses. Et qui ont quand même un rapport avec le livre. Et vous êtes installé 18, c'est ça? C'est bien ça, le numéro? Hoche. À Voisin. Maître de Radio Rennes, absolument. Loïc, oui, sculpteur de vieux livres? Oui, vous avez dit je cherche, mais vous trouvez où? Alors je cherche, on me propose, quand on a aussi pignon sur rue, les gens viennent avec des livres, avec des choses, ils regardent la vitrine, ils disent tiens, j'ai des choses comme ça chez moi, j'en fais rien, est-ce que ça m'intéresserait d'être acheté? Donc on me propose. Après je cherche aujourd'hui aussi sur le net, je cherche auprès de confrères qui sont brocanteurs, dans les salles des ventes de France, un petit peu partout. Alors, vous êtes aussi expert auprès de Rennes en Cher en ce qui concerne les livres anciens. On en parlera tout à l'heure. Justine, avant tout, vous venez, enfin je ne sais pas si vous venez, mais en tout cas vous êtes aussi de la tradition orale, du conte. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir l'envie d'écrire? Vous furetez chez les bouquinistes parfois, Justine? Ouais, c'est très dangereux pour moi les librairies parce que c'est un endroit que j'adore et puis j'adore les livres donc j'en achète beaucoup, j'en lis beaucoup aussi. J'ai la tradition des contes par les visites guidées en fait. Étant guide conférencière à la base, j'aime beaucoup raconter des histoires locales, des habitants et puis des contes et des légendes. Et écrire, moi j'écris depuis que je suis ado. Mais sinon, j'écris depuis... j'ai toujours écrit des
des dossiers pour mon master et des livres depuis 3 ans maintenant. Alors, vous avez écrit un premier livre, vous étiez venu nous en parler sur une sorcière, Naya, du côté de Rochefort-en-Terre. Et là, vous vous êtes dit, je vais faire encore pire, je vais trouver une serial killeuse. Et effectivement, l'une des plus importantes, sans doute, qui est sévie en France, la Gégado, Hélène Gégado, sur qui on a beaucoup glosé, chanté aussi, on l'écoutera tout à l'heure. Filmé, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit, si j'ose dire, chez Miss Gégado? Est-ce qu'on peut être séduit? Non, on peut pas. La beauté du mal. On peut pas être séduit par Hélène Gégado. Ce qui m'a interpellée, c'est tout le mysticisme qu'il y a autour d'elle. Déjà par le film et le livre de Jean Telet, en fait, et de Fleur de tonnerre. Stéphanie Pilonka, porté à l'écran. Donc tout ça, et parce que Jean Telet, il en fait vraiment une sorcière diabolique avec un culte des pierres, etc., connaissance des plantes. Et comme pour les sorcières, j'ai fait, comme on a dit avec Cobraise, j'ai fait un pas de côté, mais pas tant que ça, parce que j'ai voulu aller voir si tout ce qu'on disait sur elle était vrai ou pas. Donc c'est sûr qu'elle a tué énormément de monde, elle en a empoisonné encore plus, mais l'idée c'était d'aller voir dans les archives si ce qu'on disait était vrai. Ouais. Donc j'ai pas du tout été séduite, mais je suis contente d'avoir terminé d'écrire le livre, parce que ça a été un sacré travail. Mais en tout cas, maintenant je trouve que c'est un bon support pour travailler sur elle après. Voilà. Et comment vous l'avez commencé ce travail? Parce que c'est colossal quand même. Par quoi on commence? Je l'ai écrit cet hiver en fait. Je l'ai écrit entre octobre et avril. Alors ça peut paraître court, mais il m'a suivi partout. Je bouge beaucoup en France, donc il m'a suivi dans les trains, dans mes attentes de train, etc. En fait, je suis partie des 400 pièces d'archives qui sont numérisées par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Et j'ai voulu savoir comment ça se passait dans les maisons pour trouver toutes les victimes. Donc j'ai épluché tous les témoignages, je les ai d'abord mis dans l'ordre chronologique. Ensuite, comme le juge d'instruction Hippolyte Vanier, j'ai tout lu et en face de chaque témoignage, j'ai mis une maison. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous pouvez la suivre de maison en maison. Voilà. C'est très agréable à lire parce qu'effectivement, vous êtes servi de ce qu'on appelle les minutes du procès et c'est vraiment chapitré avec une description des endroits, des personnages, etc. On suit vraiment la terrifiante aventure de la Gégado. C'est chronologique aussi. Oui, absolument. Parce que en fait, faut voir un peu les choses comme un entonnoir, faire tenir 400 pièces d'archives dans un livre. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va donner un travail universitaire et certes, mon travail universitaire, c'est l'essence de mes recherches, mais moi j'aime beaucoup vulgariser les choses, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok, il faut que ça rentre quand même dans un livre et que ça soit à la fois audible et quand même lisible, et c'est pour ça, on va en parler après, mais qu'il y a des outils dans ce livre pour ne pas vous perdre, et ce qui est bien c'est que vous n'avez pas l'air perdu après ce livre, pas. Donc c'est plutôt positif. Non, je commence à collectionner quelques plantes vénéneuses ou venimeuses. Et à repérer quelques maisons autour de chez toi, c'est ça? Quelques maisons et quelques amis ou anciens amis qui vont avoir la visite de mes produits. Est-ce que vous connaissiez, parce que vous êtes arrivé, ça fait un petit moment, à Becherel, puis à Rennes, est-ce que vous avez déjà entendu parler à travers peut-être de certains documents, pas forcément des livres, les livres on les connaît à peu près tous, mais certains documents qui traînaient par là de la Gégado, Sylvain? Non, j'ai pas vu de documents, j'ai vu des livres, il y a eu des livres antérieurs sur elle, peut-être pas, je pense sûrement pas aussi documentés et pas en partant des vraies pièces. Donc j'ai une connaissance un petit peu comme tout le monde, la plus grande empoisonneuse bretonne et française sûrement, ouais. Et qui a mal terminé, voilà. Elle a un peu perdu la tête, terminé, oui. On va passer à un week-end à Rennes avec Louis Pierre, qui fut le chanteur d'un groupe qui s'appelait la Mirlitanto, si je me trompe. Exactement. Et c'est vachement bien, d'autant qu'on connaît bien le producteur de cet album qui était plutôt réussi. Week-end à Rennes, Louis Pierre. Je
uriné. Je peux plus marcher, je suis vidé. J'ai attendu qui est venu. Alors j'ai bu et rebu. Parler des routes, de mes déroutes. Si t'as des doutes, alors écoute. Je ne serai jamais Jack Kerouac. J'aurais dû partir bien plus tôt. Je finis jamais de remplir mon sac. Partir maintenant, ce serait pas beau. Je ne serai jamais Jack Kerouac. Pluriel, hors les murs, au Victoria à Rennes, avenue Janvier. Et merci d'ailleurs à toute l'équipe du Victoria qui nous accueille depuis quelques années pour nous faire causer de livres, n'est-ce pas ? Livre et musique aussi. Chansons, Livre et musique, bien évidemment. sûr, oui. Allez, disons-le, on va spoiler un petit peu. On va partir du côté des traditions, mais pas que traditions d'ailleurs, cadiennes dans quelques minutes avec nos amis du Bouexy Band. Et ils seront en live, bien sûr. Revenons donc à ces vieux livres. Moi, il y a des choses qui me font rêver, plutôt des noms qui me font rêver quand on parle d'Infolio, d'Ex Libris, d'Incunable, de choses comme ça, de Marocain. Ce sont les mots techniques des vieux livres. Oui, ce Hein, sont les mots justes. On parle surtout d'Infolio dans les livres anciens, pas dans les livres modernes. Et puis l'ex libris, c'est l'appartenance. Donc le bibliophile colle sa petite gravure sur le contreplat, c'est un autre mot, voilà, à l'intérieur du livre, puisqu'il n'y a pas de première, seconde ou quatrième de couverture comme dans les livres modernes. C'est voilà, un premier plat, un second plat. Et il y a des provenances qui sont des fois amusantes et intéressantes par l'ancien propriétaire du livre, qu'on doit respecter d'ailleurs. Si on a son propre ex-libris, on le colle en dessous et pas sur l'ex-libris du... Et puis alors, il y a les incunables. Ça aussi, ça me fait rêver parce que, alors, on dit que ce sont des livres généralement antérieurs à 1500 et puis, évidemment, si j'ose l'expression, en tirage limité. Oui, limité. Alors très limité, mais on va dire que voilà, vous avez la Bible de Gutenberg, voilà, 1452, je crois à peu près, donc jusqu'en 1500, vous avez une petite cinquantaine d'années de publication, et on a déjà imprimé beaucoup de livres, et pas forcément dans des tirages très restreints, enfin très restreints par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais des livres qui pouvaient tirer à 1000, 2000 aussi, exemplaires, certains 300, tout ça. Mais sur 5 siècles, il est dit par des gens, enfin par des experts avec qui j'ai discuté, qu'on perdrait à peu près 20% par siècle. Donc il en reste plus, mais il en reste toujours un ou deux qui apparaissent comme ça. Et avec les livres d'heures qui sont de la même période, qui là sont des manuscrits sur vélin. Et parce que le progrès, c'est l'imprimerie, mais ça plaisait pas à tout le monde, le progrès. On sait ce que c'est, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. On sait. Donc il y avait une espèce de chaînement quand on imprimait des livres, mais on laissait la première lettrine vide pour ça y est, je perds mes mots, enfin qu'un calligraphe vienne faire à la main dans le livre imprimé la première lettrine, vous voyez, entre les deux, pour plaire aux gens qui aimaient les livres en manuscrit, arriver à leur vendre des livres imprimés. Et vos clients, ce sont des collectionneurs, des lecteurs ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas beaucoup d'incunables. J'en ai pas dans ma boutique, par exemple, en ce moment. Voilà, ce sont des livres rares. Donc, c'est pas la peine de cambrioler, les gars. J'ai une liste d'attente, si on veut. Si j'achète un incunable, je peux le proposer à plusieurs personnes. Ça, c'est vraiment pour les livres anciens. Sinon, oui, c'est des collectionneurs, des lecteurs, ou des fois juste les amoureux d'un titre, qui ont un livre emblématique, Les Fleurs du Mal, vous l'avez lu, vous l'avez adoré. Eh bien, une jolie édition, pas l'édition originale qui est quand même un petit peu pas à la portée de toutes les bourses, mais une jolie édition 19e, plutôt bien reliée. Vous dites, voilà, j'ai un joli livre d'un de mes titres, d'un de mes ouvrages préférés, sans en faire forcément, sans en acheter des centaines d'autres. Voilà, les Jules Verne, par exemple, sont assez collectionnés, c'est des lectures
de jeunesse. Et d'un seul coup, on rencontre l'édition d'époque, on se dit, ouais, je m'offre un Jules Verne. Moi, je les ai lus en livre de poche ou en bibliothèque verte ou dans des choses comme ça, mais j'ai envie de m'en offrir un. Bon, je m'en offre un. Voilà. Les collectionneurs sont tous des amoureux, des passionnés, ou est-ce qu'il y a aussi, hélas, des spéculateurs? Des gens qui savent faire. Il y a des spéculateurs, mais c'est quand même pas simple. Hein. Je pense qu'il faut d'abord acheter ce qu'on aime. On peut spéculer sur des livres qui sont déjà très très chers, qui sont très arrivés, comme on dit, en prix, qui sont qui vont faire 50 000, 100 000 euros dans une salle des ventes. Vous l'achetez en vente, vous avez un bordereau d'achat, vous avez Mais espérer, on peut, oui, acheter un livre. N'importe quel prix, et puis l'offre et la demande. Justement, puisqu'on parle de prix, comment on fixe un prix? Alors, comment on fixe un prix? Alors, je dirais avant le net, parce que le net est quand même arrivé, donc il y a beaucoup de livres qui sont en vente sur le net par des confrères, moi je ne vends pas de livres sur le net, mais certains le font. Ils ont une librairie comme moi, et ils vendent aussi leurs livres sur le net. Sinon, c'était la rareté par les années d'expérience. Donc, au fur et à mesure, on disait ça, quand même, je l'ai jamais vu. Bon, voilà. Ça, c'est pour le texte. Après, il y a l'objet. Donc là, le type de cuir, le type de papier, le nom du relieur, la provenance, si c'est une jolie provenance, tout ça qui font un petit peu monter les prix. Mais ça reste subjectif. Le prix. Il y a un Argus quand même ou... Il y avait un Argus qui a disparu, un Argus qui était annuel, qui était un Argus sans être un Argus. C'était marqué en énorme dessus Argus, mais c'était les résultats des ventes aux enchères. Ah oui. Donc voilà, mais il y avait par ordre alphabétique, ce qui était pas mal. On pouvait voir la récurrence un petit peu du nombre de fois aussi où le livre passe en salle sur l'année. Est-ce qu'il passe une fois tous les ans, 3 fois par an, une fois tous les 10 ans, voilà. Donc on va revenir à la Gégado et à la manière dont vous avez travaillé, Justine. On va écouter la chanson de la Gégado, chantée ici par Charles Quimber, n'est-ce pas? Oui. C'est grâce à Loïc que j'ai retrouvé cet album-là. Bah oui, c'est comme ça. C'est quand même lui, Chemin de terre, les traditions bretonnes, c'est Loïc Turmel. Merci. Oui, c'est extrait d'un album qui s'appelle Rennes en chanson. Voilà. On retrouve aussi Galette Saucisse Je t'aime sur cet album d'ailleurs. C'est bien aussi, mais on n'a pas osé. On fera une émission spéciale. On fera une émission spéciale Galette Saucisse. On demandera à Yann de Bizère de nous faire un petit mélange ch'ti Galette Saucisse et ça devrait bien le faire. Yann de Bizère, on le recevra ici bien sûr tout à l'heure avec représentant l'équipe de Place de la Gare de Rennes Connect. On écoute Charles Quimber qui chante la complainte, si on peut dire, de la Gégado. Qui pourrait, chrétien fidèle, écouter sans en frémir un récit qui fait pâlir et tant d'actions criminelles? Pour des forfaits aussi grands, est-il assez de tourments? Rosalie, ô pauvre fille, la dernière tu péris. Ta douceur, ton frais sourire et ta figure gentille. Non, rien ne peut adoucir le monstre, il faut mourir. Un extrait de la chanson de la Gégado chantée par Charles Quimber, donc cette terrifiante tueuse donc qui était Hélène Gégado, c'était au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Justine Jouet, vous avez travaillé, on le disait tout à l'heure, sur les heures du procès, les minutes du procès plutôt. J'ai vu que l'un de ses avocats la voyait ou la présentait en tout cas comme une irresponsable. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Elle était machiavélique. Ouais, elle était très machiavélique. C'est vraiment pas une bonne femme. Non, c'est pas une bonne femme, non. Si on reprend un peu le mode opératoire d'Hélène Gégado, Hélène, elle va toujours... oui, je l'appelle par son prénom. Oui, on a remarqué. Comme Naya, je l'appelle Naya. Je fais pareil avec Jack Daniels. Moi. Voilà. En fait, mes sorcières ou mes sorciers, pour moi, c'est... Bon, même si Hélène Gégado est quand même quelqu'un de particulier, je les appelle toujours par leur prénom. Donc Hélène, quand elle arrive dans une maison, au début, ça se passe toujours à peu près bien. Mais c'est quelqu'un qui est très envieux et très vite jaloux. Donc dès qu'il y a une remarque qui lui est faite, vous pouvez être sûr qu'il y a des plantes ou de l'arsenic qui tombent dans la nourriture et la personne est rapidement empoisonnée.
Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, un empoisonnement à l'arsenic, c'est des vomissements et des diarrhées, donc c'est-à-dire comme une gastro-entérite, plus sévère, plus douloureuse. Et à chaque fois, pourquoi je la crois très intelligente, comme vous disiez, moi je suis pas très d'accord avec ma gloire d'orange, son avocat, parce que des fois elle empoisonne très rapidement et après elle empoisonne très lentement pour éviter les soupçons. Et je la soupçonne de s'être elle-même empoisonnée pour être sûre, parce qu'elle est malade, c'est assuré par les médecins, pour être sûre de noyer le poisson un petit peu. Et puis, elle prend énormément de soin de ses victimes, puisqu'elle les borde, elle leur amène à manger les médicaments, et on en parlera certainement, mais à sa dernière adresse, elle a été jusqu'à empoisonner les médicaments pour être sûre de ne pas louper son coup. Donc, on ne se méfierait pas, en fait, de quelqu'un qui soigne. Elle voulait éloigner les soupçons, en fait. Oui. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a un culot qui est assez extrême, parce que même si des gens se connaissent entre eux dans un quartier, elle va aller voir la marchande, des amis de la famille, etc. Elle va parler en mal d'eux, dire mais de toute façon moi tel enfant, il va pas s'en sortir, etc. Mais comment elle peut le savoir si ce n'est qu'en les empoisonnant? Et elle a mis du temps à se décider à devenir une méchante garçaille comme ça, parce que pendant 20 ans, dans son premier emploi, elle a été assez sage, quoi. Ouais, il se passe rien. Après, il y a quand même les graines de chanvre dans la soupe. Ouais. Est-ce qu'elle a tenté, est-ce qu'elle n'a pas tenté? Il n'y a que elle qui le sait. Parce que des graines de chanvre, il faut vraiment beaucoup en manger pour être malade. Mais il y a quand même eu quelque chose. Après, Hippolyte Vanier pensait qu'elle n'en était pas à son coup d'essai quand elle se fait avoir à Rennes, comme il dit, pour être vraiment assez intelligente comme ça. Et effectivement, il y a une lettre qui arrive de Pontivy et qui dit « Mais nous, on connaît une Hélène Gégado dans le pays de Pontivy. » et Le maire Doré est passé pas loin à côté du bonheur, comme ça. Ouais. Elle avait des choix arbitraires quand même dans ses victimes ou Non. 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 Au hasard. Les victimes, elles vont de... Allez, on peut estimer à plusieurs mois parce que, en fait, la plus jeune victime, elle avait 2 ans et demi quand j'ai enquêté. J'en ai trouvé une encore plus jeune. Bon, alors, c'est plutôt la maman qui est en moi qui parle, qui a... En fait, j'ai trouvé que la maman d'une des victimes, donc petit garçon qui avait 9 ans, elle était enceinte. Et en fait, elle a fait une fausse couche à cause de l'empoisonnement. Et c'est là que j'ai demandé à Cobray, j'ai dit quand même, cet enfant-là, c'est une victime d'Hélène Gégado et j'aimerais la considérer en tant que telle. Et du coup, la COP a dit OK. Donc, la plus jeune, elle avait quelques mois, jusqu'à 80 ans. Donc, vous restez avec nous, bien sûr. C'est un livre vraiment passionnant et extrêmement minutieux dans son enquête, comme vous l'aviez fait d'ailleurs pour Naya. Revenons au vieux livre, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, Sylvain. D'abord, le nom de votre librairie, c'est Exercice de style, rue Hoche. Vous êtes expert donc auprès de Rennes en Cher. En quoi consiste ce job d'expertise? C'est Rennes en Cher qui vous consulte pour connaître la réelle valeur, la rareté d'ouvrages? Je suis consultant, donc je rédige les catalogues dans l'objectif d'une vente de livres. Donc l'expertise, elle n'est pas de déterminer si c'est un vrai ou un faux. Il y a très peu de faux livres. En revanche, il peut y avoir des feuillets qui ne sont pas d'époque, des choses comme ça, mais c'est très contractuel. Je décris ce que je vois, les défauts et les qualités, et les précisions, d'édition originale ou pas, d'exemplaires numérotés. J'en fais pendant quelques semaines, comme ça, jusqu'à obtenir un catalogue suffisamment conséquent pour faire une vente consacrée uniquement aux livres. Je vous vois régulièrement sur le marché des livres, Place Sainte-Anne. Oui, voir mes copains, qui exposent là-bas. Ouais. Je leur achète des bouquins, parfois pour moi et puis aussi pour revendre. C'est ce qu'on appelle chiner dans le métier. On achète à des confrères parce qu'on a un client qui vous a demandé ci ou ça. Et puis, si je veux lire de la littérature contemporaine, j'en lis, donc je l'achète chez eux. Votre plus belle trouvaille, votre
Titre de gloire, c'était quoi? La plus belle trouvaille. Question un peu récurrente. Hein. Oui. Alors après, c'est souvent le dernier. Alors des choses qui sont pas forcément à moi, parce que les livres que je vends à la salle des ventes ne sont pas les miens. Hein. Ce sont les gens qui s'adressent à la salle des ventes. Et moi, j'ai une casquette d'expert. Je suis rémunéré avec un pourcentage sur le produit de la vente, mais ce sont pas mes livres. Mais c'est quand même des livres que j'ai décrits. Et là, mardi, donc c'était avant-hier, j'ai pu vendre une lettre de Flaubert, donc c'était pas un livre, non, c'était une lettre manuscrite de Flaubert à Louise Collet, sa maîtresse. C'était une très très belle lettre. Voilà, c'est émouvant. C'est une lettre connue, donc là il n'y avait pas une vraie expertise, parce que l'expertise de manuscrit c'est encore autre chose. Alors, est-ce bien la bonne signature, est-ce bien l'écriture? C'est une lettre qui est dans la correspondance, dans la Pléiade, voilà, qui est connue et qui passe en vente. Enfin, il y en a plusieurs, hein, puisque il y a 5 volumes dans la Pléiade, la correspondance de Flaubert. Donc toutes ces lettres il y en a qui sont dans des musées ou dans des collections, mais d'autres repassent. Et estimée alors hein? Estimée, elle était, je crois, entre 3 et 5 000 ou 4 et 6 000, je ne sais plus. Eh oui, quand même. Ouais. Quand même. Vous restez avec nous également, bien sûr. J'aime lire, hein, ça tombe bien. C'est une chanson d'Albin de la Simone. Et puis après, on va inviter Yann de Bizère à venir nous rejoindre un peu pour nous raconter ce qui se passe du côté de Rennes Connect dans les semaines à venir. Et puis peut-être avec les fêtes qui se rapprochent également. On écoute Albin de la Simone. J'espère que vous êtes bien, parce que nous, on est pas mal. On est sur Radio Rennes, là, et nous sommes au Victoria, avenue Janvier, pour ce pluriel hors les murs. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse, la trousse et la détrousse. Albin de la Simone sur Radio Rennes hors les murs, pour parler de livres, pour parler de lire, et puis pour parler de manger et de boire, d'hôtellerie également, puisque nous sommes accueillis ici à l'hôtel-restaurant Le Victoria par Yann de Bizère. Bonjour Yann. Bonjour Ronan, bonjour à tout le monde, au public. Ça va bien? Ça se prépare, les fêtes là? C'est bientôt, dans quelques semaines. Eh bien ça y est, les fêtes se préparent. La ville va s'habiller de lumière et le quartier de la gare ici va s'habiller de lumière également. Un marché de Noël, c'est ça? Et donc il y a un marché de Noël qui se prépare ici au Victoria avec nos partenaires voisins, puisque nous, à la différence d'Hélène Gégadon, on s'entend bien avec nos voisins et on cuisine ensemble. Donc c'est ce qui va se passer le 12 décembre ici à la cuisine de Victoria. On a invité nos commerçants, nos collègues voisins. Chacun va venir avec ses spécialités de fruits de mer, de foie de gras, de pâtisseries, de boissons diverses et variées. Avec modération. Avec modération. Qui on veut, oui. Et voilà, avec qui on veut, tout à fait. Mais voilà, l'idée c'est de venir prendre sa pause déjeuner dans le quartier, comme le font les gens du quartier qui ont l'habitude, mais peut-être aussi au Rennais, un peu plus lointain, de venir découvrir le quartier de la gare, parce que le quartier de la gare, c'est pas seulement un quartier où on passe, c'est un quartier où on vit maintenant. C'est un quartier où on s'arrête, on peut venir y travailler, on peut venir s'y divertir, on peut venir se restaurer, on peut venir boire un verre, on peut venir enregistrer une émission de radio. On peut faire plein de choses. Le quartier de la gare, il faut vraiment retrouver ce quartier. On a eu il y a quelques semaines des belles animations d'Halloween, on a retrouvé un quartier, on a trouvé une vie de village, voilà ce qu'on recherche ici dans le quartier de la gare, et on a retrouvé ces festivités, cette ambiance familiale. Donc on convie tous les Rennais nombreux, et puis les voisins plus lointains à nous rejoindre donc le jeudi 12 décembre sur la terrasse ici de la cuisine de Victoria. Donc pour les déjeuners, hein, c'est ça? Pour déjeuner, et puis dans l'après-midi, on sera là aussi pour continuer à proposer des petites friandises, et puis après c'est l'occasion aussi de faire des idées cadeaux. On a notamment la cave de Joseph qui sera présent, le fournil de Brocéliande, l'épicerie de Joseph, donc voilà, ça peut être des idées aussi de cadeaux pour
pour préparer les fêtes et pour avoir des beaux paquets au pied du sapin pour ceux qui ont été sages. Et moi, je dis qu'un gars qui est un petit peu un carnavaleux de Dunkerque, on peut lui faire confiance pour faire la fête quand même. Pour faire la fête, même en Bretagne. Voilà, on sait faire la fête. Non, mais on sait faire évidemment la fête en Bretagne, tout à fait. Merci beaucoup, Yann. Merci et bon appétit. Oui, bon appétit. Et justement, bon appétit. Oui, il y a je prendrais bien une part de Gégado. Ouais. Une petite part de Gégado. Comment ça se construit, ça, une petite Gégado pâtissière, Justine? Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur Hélène Gégado, il y a notamment une visite guidée de l'Office de tourisme qui est vraiment très bien. Et pour la petite anecdote, à la fin de la visite, il vous propose de goûter de la Gégado, qui est fait par un pâtissier qui s'appelle Durand, qui est sur le quai Chateaubriand. En fait, moi, je suis allergique aux amandes, du coup, je peux pas en manger du gâteau, puisqu'il y en a dedans. Et à la fin de la visite, j'ai dit à mes collègues, bon, ça va, vous avez l'air plutôt en forme pour un gâteau la Gégado, donc il n'y a aucun risque, absolument. Ouais. Voilà. J'ai un petit doute quand même. Ah, faut tenter. Faut tenter. Éventuellement, faut prendre un petit truc à boire avec. Voilà, pour faire couler. On peut faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un livre de cuisine ou de boisson, de plaisir de la chair, comme ça, qui est important dans la collection ou bien dans vos collections, Sylvain? Il y a des choses comme ça qui... Beaucoup de livres de cuisine, tous les grands cuisiniers ont publié des livres, depuis le 18e jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aime bien des livres qui sont sortis, 2 livres qui sont sortis dans les années 80 par la série noire, l'alcool de la série noire et la gastronomie de la série noire, je sais plus, c'est pas le titre exact, je crois. Donc ils mettent un extrait, donc ils vous citent le numéro de la série noire, l'auteur, un petit extrait du livre où d'un seul coup on va parler de bœuf bourguignon et ensuite vous avez la recette du bœuf bourguignon. Il n'y a pas de la cuisine de Maigret aussi, d'après les textes de Simon? On boit plus qu'on ne mange dans la série noire, donc il y a aussi un livre que de cocktails. Bien sûr. Et avec à chaque fois donc un petit extrait qui peut donner envie de chercher la série noire, qui correspond. Donc le polar en général un petit peu ancien, parce que ça s'est sorti dans les années 80, donc ils ont pioché dans leur histoire, ça a l'air de 47 à 80 quoi, à peu près. Alors, l'adresse, vous restez bien sûr avec nous, mais 18 rue Hoche, pour exercice de style. Le livre autour de la Gégado, il est sorti chez Cobb Braze. Juste un dernier mot avant d'écouter Alain Bachung. Et l'eau ou le vin, Loïc? Tu me demandes ça comme ça? Oui, l'eau ou le vin? Bon, je veux dire le vin quand même. Sylvain, l'eau ou le vin? Le vin. Justine, l'eau ou le vin? Allez, le vin. Yann, l'eau ou le vin? Je redis le vin. Eh ben moi je vais dire Alain Bachung. L'eau et le vin, Alain Bachung, et pluriel et hors les murs, ici au Victoria, avenue Janvier à Rennes. Et avec Loïc, on se disait qu'on va bientôt écouter de la musique cajun, avec dans un instant Tristan, David et Christophe, mais encore en on va parler de livres encore un petit peu. La Gégado, donc dans les pas d'une empoisonneuse en Bretagne, édité chez Cobb Braze. Comment s'est fait la rencontre avec cet éditeur breton là? Ouais, déjà, c'était une évidence. Moi, j'ai toujours voulu être publiée chez Cobb Braze. Et c'est vrai en plus. En fait, le hasard s'est fait via LinkedIn. Donc le réseau social pro, ouais. J'avais appelé Cobb Braze et puis on m'avait dit qu'ils prenaient plus de manuscrits à l'époque parce qu'avec le Covid, les gens avaient beaucoup écrit. Et sur LinkedIn, je dis bah voilà, je quitte mon CDI pour écrire un livre et Jeanne, qui était mon éditrice, qui est devenue mon éditrice, a dit bah, sujet hyper intéressant. Et je l'ai contactée en message privé et du coup je lui ai dit je veux bien vous envoyer mon manuscrit, est-ce que vous êtes d'accord? Elle m'a dit ok. Et on s'est vu à Legacy et puis elle m'a dit
je te publie en avril. Et j'ai fait, ah ouais, d'accord, génial. Et puis après, pour la Gigado, ça a été évident aussi, quoi. Voilà. La Gigado, donc chez Cobbrez, effectivement, 18-19 euros chez tous les bons libraires, et il y en a encore, hein. Ouais, les chez bons tous les libraires. Plein de libraires dans Rennes. Et il y a une très belle vitrine en ce moment, parce que je l'ai dit rapidement au début, mais il y a des choses aussi accrochées au mur en dehors des étagères, Sylvain. Oui, j'essaie de faire des vitrines un peu thématiques, assez visuelles, pas uniquement des livres rangés comme ça, les uns après les autres. Donc, elles sont belles. Il y a un truc là qui s'appelle Jim Hearn ou quelque chose comme ça, là, avec des très beaux dessins. Un format italien. Je viendrai tout à l'heure. Il y a une belle carte de Bretagne de 1900. Ah oui, j'ai vu, absolument magnifique. Pas très haute. Ah ouais. On a coupé la Bretagne en deux dans le sens de la longueur, avec la côte d'Émeraude et la côte dorée, qui s'appelle, je crois plus comme ça aujourd'hui, mais toute la partie Finistère nord. Ouais. C'est 18 rue Hoche, un exercice de style. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et, ce sont des voisins. Ce sont des voisins. les Les trois du Boexy Band, effectivement, sont des voisins. Et avant de les écouter, moi j'aimerais bien, rapidement, parce qu'on va très vite arriver à la fin de l'émission, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment tout a commencé, parce que c'est pas banal quand même. C'est moi qui m'y colle à chaque fois. Ouais, ok. En fait, comment ça a commencé Vous avez 1 minute. Oui, mais tu sais très bien que je suis long. Oui, c'est pour ça. C'est ce qu'on s'est dit hors micro d'ailleurs. Attention, il faut le couper. En fait, on a construit une maison en face l'un de l'autre. Et on était les 2 premières maisons à être construites dans le lotissement de la Boixière, là. Et en fait, j'avais invité Christophe à venir manger un barbecue pour faire connaissance, en disant, bon, on va être au moins 10 ans, si on ne divorce pas avant avec nos femmes, en face l'un de l'autre. Et puis il est venu, il y avait une guitare qui traînait, et j'en jouais plus beaucoup, en fait. Il l'a prise, et franchement, il jouait pas terrible. Mais par contre, il s'est mis à chanter une chanson française, et quand je l'ai entendu chanter, je me suis dit, oh, c'est marrant, il a une voix, ce type, qui fait penser à une intonation des chanteurs cadjins. Il savait pas du tout ce que c'était, hein. Et je lui dis, c'est marrant, ta voix, elle me fait penser à ça, et t'as une espèce de gouaille naturelle comme ça qui fait penser à... Moi, j'en avais écouté il y a 20 ans. Et je lui ai passé des disques, il a aimé. Et puis je lui ai dit, bah, tiens, ça sera rigolo de faire un duo comme ça. Et puis très vite, trio, puis après... Pour conclure, je pourrais dire que les apéros génèrent de bonnes choses. Exactement. Bah oui, d'autant que le barbecue s'est transformé en jambalaya, quoi. Ça s'impose. Eh bien, c'est quand vous voulez, et vous avez la scène du Victoria pour vous, tous les 3, Tristan, Christophe et David, à un bout du Boexy Band. Merci à vous. Alors, on va vous jouer aujourd'hui 2 nouvelles compositions. Hein, d'accord ? Donc, ça va être vraiment génial. Je suis né en prison à Vallée de Conchon, c'est ça ce qu'on m'a dit. Moi j'ai pas bonne âme, têtu comme un âne, Timon c'est ça ici. Moi j'ai bien trop de cœur, je fais une grosse erreur si j'étais pas mes envies. Torino Cougar, je vole des ponicards, Timon c'est ça ici. À soir au matin je fais le rude boy, à soir au matin je fais le rude. À soir au matin, je fais le rude boy, la complainte de Johnny le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. À soir au matin, je fais le rude. À soir au matin, je fais le rude boy, la complainte de Johnny le rude. Moi, je fais mon couillon, passe à coup de bâton, plus de petit Johnny. Je peux avoir une femme et une grande cabane, un bon job aussi. Dis que je vais pas bien, tout ça sert à rien, je vais pas plus loin qu'ici. 2 pouces de jambes et le cul tout de suite, c'est ça que c'est ma vie. À soir au matin, je fais le rude boy.
À soir le matin, je fais le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. La complainte de Johnny le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. À soir au matin, je fais le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. La complainte de Johnny le rude. Prison, avaler ton chon, c'est ça ce qu'on m'a dit. Moi j'ai pas bonne âme, t'es-tu comme un âne? Timon, c'est ça ici. Moi j'ai bien trop de cœur, j'fais une grosse serrure si j'étais pas mes envies. Torino cougar, j'vole des ponycars. Timon, c'est ça ici. À soir au matin, je fais le rude boy. À soir au matin, je fais le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. La complainte de Johnny le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. À soir au matin, je fais le rude. À soir au matin, je fais le rude boy. La complainte de Johnny le rude. Merci beaucoup. Merci. 3 des 6 du Bouexy Band. Merci à Tristan Auvray, Christophe Chevalier et David Dutertre. Allez sur leur site, Bouexy Band, tout simplement. Vous saurez tout sur les tournées, sur les albums, etc. Merci à Justine, merci à Sylvain d'être venu nous visiter. Merci et puis Loïc, Merci est-ce à vous. qu'on se retrouve très prochainement? Très prochainement. Très prochainement. Sur Radio Rennes également. Évidemment. Et au Victoria aussi. Exactement. Donc vous restez avec nous. Et puis on se dit à bientôt. Et puis surtout restez sur Radio Rennes parce que il paraît qu'on y est de mieux en mieux. Et ça fait presque 43 ans que ça dure. Encore merci au Bouexy Band. Merci à toute l'équipe, Sébastien et Philippe. Et puis tout le monde. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses sur Radio Rennes. À très bientôt. Il est juste l'heure de rendre l'antenne car sûrement c'est l'info ou un cataclysme. Enfin, c'est l'actu.